Professeur Montpellier, bonjour. Bonjour. Déjà, merci de venir au Sabot. Tout à l'heure, vous avez dressé un parallèle entre différentes maladies. Donc l'autisme, la maladie de Lyme, entre autres. Pourquoi ce parallèle? Parce que c'est des maladies chroniques qui prennent de plus en plus d'importance. On a beaucoup de maladies aiguës maintenant qui sont neutralisées par tout ce qu'on a fait dans la médecine, les vaccinations, etc. Mais on voit des maladies chroniques où les germes ont appris à résister à nos traitements, à notre système immunitaire. Et il y a donc de plus en plus de ces maladies qui nous atteignent, non seulement pour les gens qui vieillissent, mais également des personnes jeunes. Donc c'est vraiment un problème de santé publique très important. Et vous avez parlé aussi de signaux électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est, ces fameux signaux auxquels vous semblez attacher une certaine importance? Vous savez que nous sommes entourés d'ondes. Si je vous parle et que vous retransmettez mon image, c'est par les ondes, n'est-ce pas? Donc, les ondes, à mon avis, jouent un rôle également dans la nature, n'est-ce pas? Nous sommes sur une planète qui est entourée d'ondes qui circulent autour de sa surface depuis l'origine de la vie. Et maintenant, depuis quelques décennies, nous en produisons énormément pour communiquer, n'est-ce pas, par les satellites, etc. Donc, je pense que ces ondes ont également un rôle dans le fonctionnement même de la vie et sont utilisées notamment par nos parasites, par les germes qui nous entourent. Donc il faut travailler là-dessus, et les détecter, et nous avons mis au point des technologies qui permettent de détecter justement les ondes produites par des bactéries pathogènes. C'est le cas de la maladie de Lyme, par exemple. Donc vous en êtes au tout début de ces recherches par rapport Au tout début, ça serait trop dire. Quand même, nous travaillons depuis 10 ans là-dessus avec mes collaborateurs. Et on commence à voir justement des applications médicales très importantes, non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi thérapeutique. On peut suivre justement l'effet des antibiotiques sur la maladie de Lyme par la persistance ou la disparition des signaux électromagnétiques produits par l'ADN de cette bactérie. Vous pensez donc qu'il y a une alternative au traitement conventionnel? Dans le futur, pour l'instant, les traitements conventionnels sont les seuls. Est-ce que vous pensez des tracteurs de tous ces traitements alternatifs? Bon, je crois qu'il faut être ouvert et ne pas se polariser sur des traitements qui ne marchent pas. Il faut changer d'ouverture thérapeutique. Bien sûr, on n'a pas tout à notre disposition, mais je le répète, le futur est très prometteur. Le futur même proche. Est-ce qu'on peut dire que les traitements par antibiotiques marchent pour certaines personnes et ne marchent pas pour d'autres? Pour certains, il marche très bien, et notamment quand le traitement est donné assez tôt après le diagnostic, après l'émergence de la maladie. Si la maladie est déjà installée pendant plusieurs années, c'est plus difficile. Mais ça marche, oui. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche. Et que faudrait-il faire pour vous pour que les diagnostics soient vraiment efficaces et fiables partout? Alors c'est un gros problème qui a été discuté ce matin dans cette réunion. Le diagnostic de Lyme par des signes d'anticorps, par exemple, est très discuté. Et on pense que les méthodes moléculaires vont être meilleures, plus précises. Et en tout cas, elles démontrent déjà que des maladies de Lyme chroniques avec persistance du germe dans le sang existent. Alors, si vous me permettez une question un petit peu annexe. Pour vous, en ce moment, qu'en est-il par rapport au sida, notamment en France? Est-ce que le problème ressurgit, puisqu'on n'en entend plus quasiment parler? Alors, le sida existe toujours. Malheureusement, les jeunes générations tendent à l'oublier, pensant qu'il y a déjà des traitements qui guérissent. Ce n'est pas le cas. On ne guérit pas du sida. Le virus est toujours là. Grâce à la trithérapie, bien sûr, on empêche les gens d'avoir une trop grande dépression immunitaire et de mourir d'une maladie. Mais, je le répète, ce n'est pas la solution finale du sida. Le sida est toujours là, il se transmet, toujours, si on ne prend pas de précautions. Et le but actuel de la recherche, c'est d'essayer d'éradiquer l'infection. C'est-à-dire de faire que les gens soient traités pendant une durée limitée
et après ils sont guéris de l'infection. Ce n'est pas impossible, mais il faut être assez innovant, ça, et donc la recherche est très importante. On se souvient du tollé qu'avaient soulevé les travaux du professeur Benveniste sur la mémoire de l'eau. Or vous reprenez en partie sa théorie. Vous nous avez expliqué que quand vous mettez en contact un tube à essai qui contient une quantité d'ADN et de l'autre côté que de l'eau, l'eau va s'organiser sous forme cristalline pour en fait reproduire une espèce de fantôme de la molécule d'ADN. Tout à fait. Comment ces travaux sont reçus dans la communauté scientifique autour de vous? Est-ce qu'on vous prend pour un nouveau benveniste ou est-ce qu'on... Au début, mais les gens se trompent de siècle. On n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe siècle. Et il y a des physiciens qui nous soutiennent vraiment très solidement, des physiciens quantiques, des physiciens des champs quantiques. Et nous avons un article qui est paru, qui est sous presse actuellement, qui réunit à la fois nos travaux biologiques et l'explication de physique quantique. Donc c'est quelque chose qui commence à être pris au sérieux, qui est publié dans certaines revues spécialisées. Et ce que je déplore, c'est que maintenant il y a une sorte d'indifférence ou de silence méprisant, on peut dire, de ces idées, parce qu'elles portent, même si on n'est pas d'accord sur les interprétations, elles portent des applications médicales très importantes. Diagnostic, traitement de maladies chroniques, justement. Je suis médecin. Est-ce que les minéraux emmagasinent le véhicule et restituent des signaux électromagnétiques? C'est pas impossible, mais bon, on n'a pas touché Mais c'est possible. cette possibilité. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que ça veut dire que M. Benveniste pourra être réhabilité dans quelques années? Je l'espère. J'espère, bien sûr. Je pense qu'il a été un grand précurseur. Il a parlé trop tôt. Il a eu raison trop tôt. Il a eu raison trop tôt, mais ceci dit, il démontrait des transmissions d'effets biologiques. Nous, en plus, on démontre une transmission de structures chimiques. L'ADN, la séquence de l'ADN, c'est une structure chimique bien définie, et on a tous les éléments, tous les moyens pour déterminer si la transmission est fidèle ou non. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on peut donc transmettre des signaux de Borrelia, de l'ADN de Borrelia, dans des cellules cancéreuses, et les cellules cancéreuses vont mourir, et en même temps, elles portent l'ADN de départ. C'est-à-dire, elles ont réussi, une enzyme de la cellule cancéreuse a réussi à transmettre l'information de l'eau, transmise par les structures de l'eau, à partir de l'ADN de départ, à partir de signaux enregistrés. Donc c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire, et ça peut porter des applications sur le cancer très importantes. Je suis prudent, bien sûr, mais c'est une nouvelle voie, si vous voulez, d'approche thérapeutique du cancer. Alors pour aller un peu plus loin, est-ce que les gens qui sont par exemple électrosensibles et qui se plaignent d'effets des ondes pulsées électromagnétiques pourraient en fait être soumis à un phénomène analogue? C'est-à-dire que ces ondes électromagnétiques dans lesquelles ils baignent, où on baigne tous, provoqueraient chez eux, pour des raisons X ou Y de sensibilité, une cristallisation similaire de ces molécules d'eau et peut-être à ce moment-là des destructions ou des... C'est possible. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que ces gens ont un stress oxydant important et peut être lié à cette transmission d'ADN, lui-même précédemment soumis à un stress oxydant. Donc ça n'est pas impossible, c'est une hypothèse, il faut vérifier. En tout cas, là aussi, le déni, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que l'attitude des pouvoirs publics ou des institutions dépendant du public ou de leurs représentants préfèrent faire un déni des problèmes plutôt que de les traiter, n'est-ce pas? Alors je pense il y a des exemples patents, donc le nôtre par exemple, mais il y en a d'autres aussi, n'est-ce pas? Il y a les rapports vaccins, les rapports avec les vaccinations, ça, les effets secondaires des vaccinations. C'est pas en niant ces effets secondaires qu'on va aider la vaccination, au contraire, on va tuer les vaccinations qui sont très très utiles, mais évidemment il faut reconnaître qu'il y a des personnes, des enfants, il ne faut pas vacciner dans certaines circonstances. Il faut donc connaître ces circonstances
Il ne faut pas que la vaccination soit une vaccination de masse. Les vaccinations de masse ont été désastreuses. On se souvient de l'hépatite B chez les enfants en âge scolaire, par exemple, ou les vaccinations anti-polio chez les enfants africains, par exemple, sans discrimination. Alors ça demande davantage d'efforts médicaux, mais c'est important qu'il n'y ait aucune mort par vaccination. Même une seule mort serait de trop. Ou une maladie grave handicapant à vie l'enfant. Ceci n'est pas admissible. Si on fait un déni de ces événements, les parents, bien sûr, comprennent la circulation de l'information maintenant par Internet, fait que ces cas sont connus, etc. Et donc, il y a une attitude anti-vaccination, ce qui est très mauvais, parce que ça détruit le pouvoir de la vaccination. Il faut donc avoir une attitude non pas de déni, mais reconnaître et faire de la recherche là-dessus pour éviter ces cas. Et la même chose pour d'autres situations. Donc dénier le Lyme chronique, par exemple, c'est très anti-médical. Il y a des gens qui ont un Lyme chronique qui peuvent transmettre par transfusion le germe de la maladie. Il ne faut pas dénier le Lyme chronique, c'est évident. Alors, simplement parce qu'on veut éviter les problèmes, on recule devant la reconnaissance de la réalité. Et ça, c'est anti-scientifique, totalement anti-scientifique.